Bonjour Charlène, je suis ravie de Bon. te retrouver dans ce podcast, le podcast des profs heureux, pour cette interview. Je suis toute contente, toute ravie de faire cette première interview, la première interview du podcast et de t'accueillir. Donc Charlène, ça fait un peu plus de 2 ans qu'on se connaît maintenant. Ouais, tout à fait. T'accompagne dans tous ces changements de pratique professionnelle et donc je suis vraiment très très heureuse de t'accueillir et vraiment je voudrais te remercier d'offrir ce témoignage à tous les enseignants qui nous écoutent parce que je pense que c'est extrêmement riche d'entendre ce qui se passe d'autres professionnels qui font ce genre de chemin. Donc, est-ce que tu peux déjà commencer par poser le cadre et te présenter un peu rapidement d'où viens-tu, Oui. Charlène? Alors, donc, je suis Charlène, professeure de français depuis un petit peu plus de 20 ans. J'ai un petit peu commencé à arrêter de compter. Donc, j'ai fait beaucoup de lycées, la première partie de ma carrière. Maintenant, je suis au collège. Et donc, effectivement, j'ai rejoint les profs heureux il y a 2 ans. Et voilà. Ta classe, c'est donc tu es au collège avec un profil, quel genre de profil d'élève? Alors, j'ai fait 9 ans avec un public un peu rural défavorisé. Là, je viens de changer d'établissement. C'est un peu moins défavorisé, voilà. Mais on est quand même cette configuration. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est de parler du syndrome du bon élève. Et donc, on va commencer par toi, Charlène, non pas en tant que prof, mais en tant qu'élève. Est-ce que tu peux nous raconter un peu quel genre d'élève tu étais lors de ta scolarité? Alors, moi, je pense quand même que j'étais vraiment l'élève modèle, sans vouloir me jeter des fleurs, mais vraiment Celle qu'on parce aimerait que tous avoir dans notre classe, c'est ça? ouais, mais c'est ça. Je me sentais bien à l'école. Je faisais ce qu'on me disait, avec plaisir. Enfin, pour moi, il y avait même pas de questions à se poser. J'avais un grand souci de recueillir les bonnes appréciations de mes professeurs. C'était vraiment important et depuis le début, hein. Même j'ai des souvenirs de maternelle, puis après jusqu'au lycée, et cetera. Et j'avais la chance en plus de pas avoir besoin de trop travailler. Je posais pas de problème et puis ça marchait bien et j'avais vraiment besoin de la validation de mes profs. Et pour moi, c'était évident. Ça pouvait pas marcher autrement. Je me serais pas amusée à ne pas faire ce qu'on me dit. On va dire ça comme ça. Voilà. Donc, j'imagine des bons bulletins, C'est ça. des félicitations même peut-être? Tout à fait. Des félicitations, des excellents, des bulletins qui étaient, je me souviens, c'était toujours trop court pour moi parce que justement, voilà, il y avait pas grand-chose à Ah dire. oui, d'accord. Et j'imagine que quand tu recevais des mauvaises notes, comment tu le vivais? C'était rare, mais c'était le drame. J'ai vraiment des souvenirs, je voulais que ma mère prenne rendez-vous avec le prof, enfin je voulais, oui, 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 c'était pas possible, c'était pas imaginable. Donc pour moi, ça ne faisait pas partie de ma scolarité, ça faisait pas partie de mon apprentissage, en fait. Pour moi, apprendre, c'était y arriver, en fait. Tu te Voilà. définissais peut-être quelque part comme une bonne élève et du coup, les mauvaises notes te mettaient en porte-à-faux ou des choses comme ça? Ah, c'était inimaginable. En fait, ma confiance en moi était très fragile, donc ces bonnes notes, ces bonnes appréciations, c'était vraiment, ce à quoi je me raccrochais. Donc, tu en avais Voilà. besoin. C'est ça. J'en avais besoin pour mon équilibre, d'autant plus que ça pouvait, à l'époque, combler un manque de sécurité affective à la maison et donc c'était très important. Mmh. D'accord. Et j'imagine que ce besoin d'avoir des bonnes notes, des bonnes appréciations, d'être bien vu ne s'est pas arrêté à la fin de ta scolarité. Qu'est-ce qui s'est passé une fois que tu étais plus trop dans le système scolaire, au début de ta vie Alors, professionnelle peut-être? bah, notamment déjà à l'université, c'est encore la scolarité, mais c'est quand même un moment où Mmh. on peut faire des choix un petit peu différents, où on est plus autonome et au moment justement, alors moi j'ai su longtemps que je voulais faire, des lettres, hein, des études de lettres, mais la recherche me tentait un petit peu et puis j'ai fait alors à l'époque ça s'appelait un mémoire de maîtrise et j'ai une note extrêmement moyenne. Mais alors quand je dis moyenne, c'est vraiment, j'avais eu le minimum pour l'avoir Ah, et et je l'ai très mal vécu. Voilà, j'ai fait un mauvais travail tout simplement. Voilà, j'étais devant des professeurs qui m'ont dit que, bah alors, non seulement ils m'ont dit que c'était pas génial, mais en plus ils m'ont dit qu'ils a été très étonnés, que je produise un travail comme ça parce que j'étais, connue pour la qualité de mes travaux. ah, Ça m'a, c'était encore pire, je crois. C'était encore pire d'entendre ça et
Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, j'ai décidé que la recherche, c'était pas fait pour moi. Je n'y Parce que arrivais ce rapport, c'était enfin, ce mémoire, c'était de la recherche, c'est ça? Oui, voilà. Alors évidemment à une échelle, à une petite échelle, hein, c'est vraiment le tout début. Mais oui, c'est ça, il faut quand même avoir une certaine rigueur, suivre, son directeur de mémoire. Mais voilà, je j'ai pas du tout fait ce qu'il fallait. J'ai eu la note que ça méritait, mais à partir du moment où finalement ça signifiait que j'avais pas réussi, voilà, Mmh. et ben, ça voulait dire que c'était pas fait pour moi. En gros, j'allais, là et puis même un peu, aussi, quand il a fallu, choisir, je sais que je m'étais inscrite au CAPES et à l'agrégation en même temps. J'ai très vite vu que l'agrégation, c'était difficile, enfin plus difficile que peut-être, que ce que j'étais capable de faire sans trop travailler, on va dire, et effectivement, c'est logique. J'allais vers ce que je réussissais facilement et qui, faisait que j'obtenais des compliments, des réussites, et cetera, des bonnes remarques. Et là où j'y arrivais pas, au lieu de persévérer, finalement, je me disais que c'était pas fait pour moi et j'abandonnais, tout de suite, quoi. Voilà. Pour moi, c'était vraiment important d'aller, chercher, le compliment, les bonnes remarques et Chez les profs heureux, on a une notion que je vais expliquer rapidement ici, c'est la notion de boussole, c'est-à-dire qu'est-ce qui te mène à faire tes choix. De ce que j'entends, c'est que tu avais une boussole externe, c'est-à-dire que tu décidais en fonction de ce que les autres te renvoyaient. Est-ce que tu partages cette analyse? ah mais totalement. C'était un point effectivement, oui, ma boussole, elle était complètement externe parce que, je crois que je n'étais même pas à l'écoute de ce que je désirais vraiment. En fait, je me posais pas la question. La question, c'était pas: «Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre? Qu'est-ce qui me ferait plaisir?» Non, la question, inconsciemment bien sûr, ma boussole, c'était, voilà, ce qui allait me renvoyer une bonne image de moi à travers les remarques des autres. Évidemment, ça s'est pas arrêté au scolaire, et cetera, au professionnel, c'était, aussi, dans la vie en général. Et du coup, qu'est-ce qui t'a fait te rendre compte qu'en fait, tu avais une boussole extérieure et qu'il y avait probablement un syndrome du bon élève, un peu caché quelque part? Et comment tu t'es rendu compte qu'en fait, ça allait pas cette façon de faire des choix? Alors, déjà, ce côté, je fais les choses très bien et j'ai des compliments, ça a continué dans ma carrière de prof, on va dire pendant de nombreuses années, avec, des inspections qui se passaient très bien, je faisais la séance, la séquence comme il fallait, enfin, quelque part, voilà, ça je savais faire, il y avait aucun problème à ce niveau-là. J'ai commencé à me poser des questions sur tout simplement ma manière d'enseigner et surtout les résultats sur les élèves. Je suis arrivée à l'idée qu'il y avait quelque chose qui allait pas, que, j'en avais assez d'entendre, finalement, tout le monde se plaindre des élèves et finalement peu remettre en question notre façon de leur apprendre des choses. Donc cette manière que j'avais d'enseigner depuis tant d'années et qui était, si parfaite, si, dans les clous et louée par, les uns les autres, très bien, ça me faisait des compliments, mais le sort des élèves m'a paru quand même plus important et j'ai voulu changer de pratique. J'ai cherché un petit peu des choses, j'en étais sans être accompagnée dans un premier temps et là, ça a commencé à être compliqué parce que, je n'avais plus les compliments des uns et des autres, forcément. Voilà. D'accord, mais tu as quand même persévéré dans ce changement. À quel moment tu t'es rendu compte que ce syndrome du bon élève t'amenait des problèmes? Quel type de problème et à quel moment tu t'en es rendu compte? Ça a été, justement quand il a fallu, comment dire? Gérer un petit peu les remarques des autres. Donc en gros, voilà, j'enseignais différemment par rapport à mes collègues, j'avais des remarques, parfois aussi des interrogations de parents et je prenais tout extrêmement personnellement et j'étais pas bien, en fait. Je me suis rendu compte qu'il y avait un désalignement entre, mon désir d'avoir des compliments et pour avoir ces compliments, pour avoir, ces bons retours, je savais ce qu'il fallait faire. Sauf que cette chose-là, elle n'était pas bonne pour mes élèves, en fait. Elle correspondait plus à mon envie à ma manière d'enseigner et donc du coup, j'étais vraiment dans une situation très inconfortable. Je pouvais pas continuer comme ça, je pouvais pas continuer à chercher les compliments, sachant que, c'était, forcément en enseignant d'une manière qui me convenait plus
Et en même temps, j'étais là à faire les choses, à subir entre guillemets les remarques négatives, et j'étais pas bien non plus. Et là, je me suis rendu compte effectivement qu'il y avait un souci que j'arrivais pas bien à cerner en fait au départ. Donc tu t'es retrouvée en tension entre ce que tu voulais faire pour tes élèves et ce que ton bon élève, toi intérieur, voulait faire, c'est-à-dire bien faire ce qu'on te demandait, même si tu voyais Mmh. bien que ce qu'on te demandait de faire ne menait pas à ce que tu voulais. Et là, tu as continué d'en vouloir changer les choses et donc pourquoi cette fois-ci tu t'es pas dit: «Je retourne en arrière, je vais faire tout bien comme on m'a dit»? Qu'est-ce qui t'a poussé à justement changer ta façon de faire et sortir de ce syndrome du bon élève? C'est vrai que en fait, à un moment donné, c'est devenu plus si confortable que ça de rechercher les compliments. Hem, Finalement, et ça a même été, il y a même eu des moments dans ma vie où ça a eu des conséquences, vraiment très négatives, parce que quelque part, on peut dire que c'est ça qui m'a enfin, ça a joué dans mon burn-out, en fait. À un moment, j'ai traversé ça, et pourquoi il y a eu burn-out? Parce qu'il y a eu surinvestissement. Et pourquoi il y a eu surinvestissement? Parce qu'à un moment donné, notamment, dans la période du covid et surtout du retour après, en classe et cetera, où on a eu énormément de demandes institutionnelles, des injonctions paradoxales, des choses qui étaient impossibles à tenir, et que je n'arrivais pas à remettre en cause plus que ça. Et pour moi, ça restait ce qu'on me dit de faire, donc je dois faire ce qu'on me dit de faire, tout bien, tout carré. Et c'était tellement impossible à faire qu'effectivement, je n'ai pas réussi, mais ça a été au prix de ma santé. Mmh. Donc quand j'ai pu m'en remettre de ce burn-out, je me suis dit: «Plus jamais ça, plus jamais», parce que, bah, oui, c'était ma santé qui était en jeu, mon bonheur, ma vie, ma famille, tout. Et donc je me suis rendu compte que finalement, à force d'avoir ma boussole à l'extérieur, c'était pas la bonne, tout simplement. Et c'est ça qui a fait que je suis pas revenue en arrière, notamment. Ce que tu as vu, c'est que à mettre sa boussole à l'extérieur, on laisse les gens décider de comment est-ce qu'on utilise nos ressources et que au C'est ça, final, les gens ne connaissent pas nos ressources et ont tendance à les épuiser. exactement, exactement. Oui, parce qu'eux, c'est pas leur problème. Et du coup, quand tu as fait cette rédaction, tu voyais qu'il y avait ce syndrome du bon élève, que tu voulais passer à autre chose. Qu'est-ce que tu as fait concrètement? Comment tu as réussi à lutter contre ce syndrome du bon élève? Alors déjà, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est, sur la communauté des profs heureux, c'est de pouvoir mettre un mot là-dessus. Parce que je trouve que c'est quelque chose dont on parle pas tellement. On parle beaucoup de manque de confiance en soi, on parle pour Mmh. tellement de gens, c'est normal de faire ce qu'on nous dit de faire, et de bien le faire. Et chez les profs, notamment, c'est très, 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 très peu remis en question. On l'entend en salle des profs, en fait. On entend râler, mais on entend, pas beaucoup de gens dire, «Mais après tout, pourquoi je ferais ci ou pourquoi je ferais ça?» En fait, ce que tu me dis, c'est que, ta salle d'épreuve quelque part, elle était faite de bons élèves, hein, et puis c'est ce qu'on sait, hein, les profs sont souvent des anciens bons élèves qui sont encore dans ce syndrome du bon élève Ouais. et que tant qu'on est dedans, tant que tout le monde est comme ça, on se rend pas compte que c'est un problème. C'est, l'histoire du vieux poisson qui croise des nouveaux poissons et qui leur dit: «Alors l'eau, elle est bonne aujourd'hui l'eau?» Les jeunes poissons font: «Mais quelle eau? Quelle eau?» Et tu te dis: «Il faut changer ça» et tu allais Mmh. trouver justement une communauté, ce que tu dis, la communauté des profs heureux, ERE, avec d'autres enseignants qui justement étaient pas dans ce syndrome et qui vraiment prenaient leur posture de prof et pas leur posture d'élève. Et comment concrètement, comment la communauté a pu t'aider à justement faire ce changement de posture? Le fait de partager ces expériences, déjà ce ressenti, cette envie de fonctionner autrement, et en même temps quand on a envie de changer de fonctionnement, ça se fait pas tout seul pour autant. Donc déjà quand on voit qu'il y a quelque chose qui va pas dans notre fonctionnement, c'est déjà le 1er pas. Mais partager, que c'est pas facile, partager nos ressentis, ça aide déjà à se sentir moins seul. Parce que c'est ça en fait, c'est que, se rendre compte qu'on n'est pas seul dans face à ce syndrome du bon élève, c'est déjà énorme. Et en fait, après, ce qui m'a aidée vraiment, c'est les retours bienveillants des autres, et puis, partager, comment dire? Les petites réussites. C'est-à-dire qu'on voilà, on se débarrasse pas de son syndrome du bon élève du jour au lendemain,
Mmh. On va y arriver une fois et on est super fiers et là, on célèbre cette réussite avec les autres et ça c'est vraiment chouette. Ça encourage, ça donne envie de continuer, même si le lendemain, peut-être qu'on va pas y arriver du tout. Et puis, le jour où on va pas y arriver, on peut aussi le raconter, aux autres et c'est pas grave. OK, tiens, comment j'aurais pu faire autrement? Bah, là, j'ai pas réussi, mais on se culpabilise pas pour autant Mmh. et au contraire, on s'apporte quelque chose, un regard extérieur, toujours bienveillant. Et finalement, à force comme ça de d'essais, erreurs, par exemple, «Ah, je voudrais bien ne pas aller aux portes ouvertes, comme on m'a demandé, mais bon, cette année, j'y arrive pas, je vais quand même y aller parce que c'est trop dur pour moi». OK, d'accord, peut-être que l'année prochaine, tu arriveras à ne pas y aller, mais voilà, on on s'épaule comme ça et à force, moi, ce que j'ai observé dans mon fonctionnement, c'est que ça devenait de plus en plus automatique, en fait. J'ai de moins en moins de mal à ne pas me soucier de ce que les autres vont dire, de moi. Voilà, tout simplement. Mmh. Ça devient, heu, ça remplace petit à petit mon fonctionnement précédent, je dirais. Mmh. Est-ce que tu as envie de dire que tu es en train de reprendre ta boussole? Où est-ce qu'elle est aujourd'hui ta boussole, Charlène? La plupart du temps, oui, voilà, j'ai repris ma boussole interne. Ma boussole, en gros, voilà, c'est moi. Et pourquoi? Parce que, voilà, c'est moi qui sais gérer mes ressources, c'est moi qui sais où j'en suis, c'est moi qui sais ce que je veux, ce que je désire, ce que je veux pour moi, pour mes élèves, pour voilà et pas, l'avis des autres, quoi et pas les remarques, de l'institution ou des parents d'élèves parce qu'en fait, chacun a sa boussole. Donc ouais, j'ai le sentiment vraiment d'avoir remis ma boussole au bon endroit. Exactement. Je vais te poser une question difficile, que se posent, pas mal d'enseignants justement quand on travaille sur le syndrome du bon élève, c'est aujourd'hui, qui décide que tu es une bonne enseignante? Même si des fois il y a des petites rechutes, parce que c'est ça aussi. Non, c'est moi l'experte de mon enseignement, en fait. Je vais plus chercher, la bénédiction des inspecteurs, je vais pas chercher la bénédiction, de l'administration qui ont finalement d'autres intérêts que les miens, tout simplement et donc oui, c'est moi qui décide si je suis une bonne enseignante ou pas. C'est moi qui décide, si ce que je fais est aligné à, à mes valeurs et à mes objectifs, professionnels. Voilà. Ça, c'est moi qui peux le voir et je le délègue plus, aux autres, quoi. Quand on a préparé cette interview, tu m'as dit: «Ah, mais en fait, est-ce que j'aurais pas transposé mon syndrome du bon élève chez les profs Ouais. heureux?» En mode, j'essayais d'avoir l'approbation, de l'inspecteur, maintenant j'essaye d'avoir l'approbation, des autres, profs heureux. Où est-ce que tu en es? Est-ce que tu as réfléchi là-dessus depuis? Tu m'as dit que tu avais un peu réfléchi, où est-ce que tu en es là-dessus? Est-ce que tu t'es débarrassé de ton syndrome ou est-ce que juste tu l'as transféré d'une autorité à une autre? Oui, c'est ça a été ma peur et puis tout à l'heure quand je disais, «Oui, on s'encourage, on célèbre nos réussites», je me suis dit: «Ah, est-ce que c'est pas encore une façon de» mais en fait, non. Premièrement, quand on partage, ses expériences, quand on communique avec une communauté qui rejoint, notre vision des choses, une communauté qu'on a choisie et une communauté dans laquelle on se sent bien, finalement, c'est bien ma boussole qui a décidé, quoi. C'est toujours ma boussole interne. L'idée, c'est pas de faire les choses pour faire plaisir, à une nouvelle autorité. C'est juste qu'en fait, on célèbre les choses ensemble et effectivement, on s'encourage et on se félicite les uns et les autres. Mais c'est parce que, on partage, vraiment les mêmes valeurs. Et comme ces valeurs me conviennent, finalement, non, c'est pas le syndrome du bon élève, puisque c'est moi qui suis aux commandes, quoi. Avec les autres, alors, voilà, le fait d'être dans une communauté, c'est hyper enrichissant, hyper important, mais c'est moi qui reste, capitaine de mon navire, quoi, en gros. Merci de tout ce que tu nous partages, Charlène. Toi, aujourd'hui, maintenant, quand tu te retournes sur les chemins parcourus ces 2 dernières années, mais même avant, parce que je comprends que Mmh. ton chemin a commencé avant, est-ce que tu es contente de ce chemin? Est-ce que tu le referais s'il fallait le refaire? Est-ce que c'est un chemin que tu es fière de toi de l'avoir emprunté? Ouais, totalement, totalement. Autant mon syndrome du bon élève, oui, il m'a rendu service, à un moment donné, c'est quelque chose, qui est très répandu et c'est sans doute pas pour rien.
mais d'avoir pu le dépasser, d'avoir pu évoluer, d'avoir pu comprendre comment ça fonctionnait et surtout de d'être devenue maîtresse à bord. Du coup, je suis super contente et ça me rend service tout le temps, en fait. Ça me rend service au quotidien et c'est pas uniquement dans le travail. C'est vraiment un changement de paradigme, hyper important que je suis vraiment, très heureuse d'avoir fait, ouais. Et alors, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à tous les poditeurs et les poditrices qui nous écoutent et qui disent: «Mais moi aussi, je veux sortir de mon syndrome du bon élève». Est-ce que tu aurais des conseils pratiques à leur donner? Déjà savoir que vous n'êtes pas seul, vraiment pas. Ensuite, être indulgent avec soi-même parce qu'encore une fois, je pense que vraiment ça ne mène à rien de s'auto-flageller. Une fois qu'on a pris conscience du fonctionnement, qu'on a et qui nous convient plus ou qui nous pose problème, c'est facile, hein, de culpabiliser, de se traiter de tous les noms et de penser qu'on est nul, de faire comme ci, comme ça. Oui, sauf que notre cerveau, il fonctionne comme ça depuis des années, des années et des années et quelque part, c'est parce que, notre cerveau, parce qu'il fonctionne bien, il a adopté ce fonctionnement et qui lui a convenu à un moment donné. Donc déjà ne pas culpabiliser, être indulgent et bienveillant avec soi-même et vraiment considérer que le changement, il va pas se faire juste en une prise de conscience. La prise de conscience, c'est le départ, mais après, ça va être vraiment, long et au bout de plusieurs essais, quoi. Voilà. On a le droit à l'erreur. Moi, encore aujourd'hui, mon syndrome du bon élève, il est encore là quelque part et des fois il refait son apparition et ben c'est pas grave. Voilà, je le vois, je lui pardonne et puis je me pardonne à moi aussi et ça c'est vraiment vraiment important. Être sympa, être cool avec soi-même et se dire que ça se fait petit à petit. Voilà, par des petits exercices entre guillemets, on peut essayer de se confronter à telle ou telle situation. On y arrive, on n'y arrive pas, on analyse et puis peut-être que la prochaine fois ça marchera mieux. Est-ce que tu as des exemples un peu concrets peut-être à donner? Tu nous parlais de dire non aux journées portes ouvertes. Est-ce que tu as d'autres choses, à nous partager sur des choses concrètes? Des petits gestes concrets que les poditeurs et les poditrices pourraient faire pour Heu, commencer leur chemin en étant bienveillants avec eux-mêmes et avec elles-mêmes? En fait, ça commence, surtout par, quand on n'a pas envie de faire quelque chose, quand une demande nous fait râler, se demander, pourquoi on dirait oui? Puisque visiblement ça nous plaît pas, visiblement on n'en a pas envie. Se donner le Et droit de ça dire com non, c'est ça? Voilà, s'autoriser à dire non et se demander, finalement alors quand on sent qu'on a peur de dire non ou que c'est vraiment pas, naturel pour nous, alors qu'on n'a vraiment pas envie soit de je sais pas, d'aller aux portes ouvertes comme je disais tout à l'heure, se demander: «Mais de quoi on a peur?» Et souvent, la seule chose qu'on craint, c'est des mauvaises remarques. Ah, il y a encore, il y a pas si longtemps, j'entendais mes collègues râler parce qu'on leur demandait de mettre en place un deuxième brevet blanc. Et j'avoue que sur le coup, j'ai pas compris pourquoi ils râlaient parce que pour moi, bah, il suffisait de dire non tout simplement ou alors, il y avait une réunion ce soir à laquelle, bah, je ne suis pas allée, parce que mes ressources ne me le permettent pas et que j'ai décidé que j'irai pas. Ça commence par dire non à des choses comme ça et voir ce qui se passe. Et la plupart du temps, eh ben, il se passe rien, en fait. Et si jamais il y a des remarques et il y en a finalement rarement, des mauvaises remarques, bah, se rendre compte que ça change rien à notre vie et qu'on a certainement plus gagné à rester, par exemple, chez soi, à reconstituer ses ressources qu'aller à une réunion qui nous semblait absolument inutile et énergivore. Donc encore une fois, cette histoire de boussole interne, quoi. Donc ça peut être déjà, ouais, commencer à dire non à ces petites choses-là et voir ce qui se passe. Ben, merci. Merci beaucoup de ton témoignage, Charline, très inspirant, avec plein de pistes pour tous ceux qui veulent se débarrasser de leur syndrome du bon élève. Je te rejoins complètement dans le fait que c'est quelque chose de très itératif. Comme je disais dans le dernier épisode, moi, ça fait 9 ans que j'y travaille et encore, il pointe des fois le bout de son nez. Je fais: «Pourquoi je fais ça?» «Ah, c'est parce que». Mmh. Donc il est très, très imbriqué dans nos vies et c'est important effectivement de savoir que c'est un chemin, qu'on est dessus. C'est ça qui compte et je trouve que tu nous as bien illustré ça avec ton témoignage. Donc un grand merci, Charlène. De rien, merci à toi. Alors si c'est pas clair mais en fait, est-ce que je suis vraiment atteint ou atteinte du syndrome du bon élève? Je te laisse aller voir dans les notes de l'émission, il y a un quiz spécial. Où en es-tu par rapport à ton syndrome du bon élève? Et on va te poser des questions et tu pourras avoir un diagnostic un peu plus précis sur
est-ce que c'est un problème pour toi ou pas, ce syndrome du bonnet?